Alerte aux cybercriminels, alerte aux cyberpirates et à tous ceux qui en veulent à vos données, que vous soyez une entreprise ou un particulier. C'était le thème du grand reportage d'Enquête d'Afrique ce mois-ci, tourné au Cameroun et en Côte d'Ivoire, le pays d'origine de nos deux invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de notre magazine. Je commence avec vous, Kader Koné. Vous êtes expert en cybersécurité, cofondateur du cabinet Algorithme, et vous viendrez nous donner des solutions. Surtout, on veut des solutions. Comment se protéger si on est une entreprise ou des particuliers. À côté de vous, monsieur Abel Kwame, vous êtes connu dans la sphère des industries culturelles en Afrique, puisque vous êtes le fondateur d'Africatoon, qui est le tout premier studio de création de films d'animation en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes aussi sur ce plateau en tant que représentant de l'association Convergence, qui réunit des acteurs des industries culturelles et qui lutte contre la piraterie. On va voir défiler quelques extraits de vos œuvres, de vos films d'animation. Qu'est-ce que ça fait quand on découvre en tant que créateur de contenu audiovisuel que son œuvre a été tout simplement piratée et circule comme ça dans des sphères où on n'a pas décidé de les partager et surtout sans rémunération? C'est quand même frustrant. C'est quand même frustrant de se rendre compte que certaines personnes, même quand c'est notre public, qu'on adore d'ailleurs, regardent nos vidéogrammes, mais ils n'ont pas suffisamment, ils se rendent pas compte en fait que cette pratique-là n'est pas une pratique légale. Et donc, voilà, on est content de voir que les œuvres circulent, mais en même temps, on sait très bien que quelque part, c'est un manque à gagner. Parce que derrière ces œuvres, il y a des gens qui travaillent, il y a tout un écosystème. On dit souvent que la piraterie ou le piratage des œuvres, c'est une sorte d'hommage du vice à la vertu. D'une certaine manière, c'est une reconnaissance un peu paradoxale de votre travail et de votre talent. Est-ce que vous le prenez comme ça? Ben oui, je sais pas si vous avez vu sur TikTok l'expression "on verra bien" qui vient d'un de nos films d'ailleurs, diffusé partout. On est très content, mais on sait très bien que derrière ceux qui utilisent cette expression-là ne se rendent pas compte qu'en fait il y a une question de droit qui se pose derrière tout ça. Voilà, mais on est quand même content que ça devienne, en fait, ça rentre, on va dire, dans la culture à un certain moment donné de la vie, voilà, en tout cas de ceux qui utilisent cette plateforme-là. Alors, Kader Koné, vous avez fondé, cofondé un cabinet qui s'appelle Algorithme, un cabinet de cybersécurité. Vous y faites quoi exactement? Alors, dans le cabinet Algorithme Cyberdéfense, on a plusieurs missions. Donc, la première mission, c'est d'accompagner les entreprises, acteurs du secteur public comme acteurs du secteur privé, à renforcer justement leur posture sécuritaire, en fait. Parce que c'est pas toujours le cas? Malheureusement non. Malheureusement non. Il y a une prise de conscience collective à prendre parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que les cyberattaques concernent seulement les pays du Grand Nord, mais la réalité c'est que tous les pays, toutes les institutions sont concernées. Donc notre rôle, c'est déjà d'attirer l'attention de ces entreprises-là et aussi de pouvoir les accompagner avec des propositions concrètes pour identifier la quasi-totalité, on va dire, de leur vulnérabilité, de leur faiblesse, et ensuite de leur proposer des recommandations. Et pour justement établir le tableau de bord de leur vulnérabilité, vous faites ce qu'on appelle des tests de pénétration. C'est un nom un peu barbare. Ça signifie quoi? Effectivement, le thème peut paraître un peu fort, mais c'est quelque chose de très simple. Enfin, le test d'intrusion, c'est l'une des techniques utilisées par les professionnels de la cybersécurité. Je dis bien l'une des techniques parce que il y en a plusieurs, mais cette technique-là principalement permet d'évaluer la sécurité d'un système d'information. Alors concrètement, on se met dans la peau d'un attaquant, on réfléchit comme un attaquant, d'un pirate. Effectivement, on réfléchit comme un hacker, on utilise parfois les mêmes techniques, les mêmes pratiques pour justement trouver des vulnérabilités, des failles sur les systèmes qu'on teste, afin donc de les exploiter. Et quand on les exploite, on détermine les impacts et à la fin, on rédige un rapport
avec la quasi-totalité des vulnérabilités qui étaient identifiées. Et les moyens de les corriger, j'imagine. Tout à fait. Parce que c'est l'objectif, en fait. In fine, c'est de renforcer, comme je le disais tantôt, la sécurité, la posture sécuritaire de ces entreprises-là. Et aussi, un point qui est très important à préciser, c'est que avant de réaliser une telle intrusion sur une infrastructure, c'est important de disposer d'une autorisation formelle, voilà, de l'entreprise. Sinon, on s'expose, bien entendu, à des sanctions. Sinon, vous devenez pirate aussi. On devient pirate, mais enfin, on va dire du mauvais côté. Quel est l'impact? Vous parliez tout à l'heure d'un public qui ne se rend peut-être pas compte en regardant un contenu obtenu de manière illicite et du coup ouvert à la consommation. Quel est l'impact pour des créateurs de contenu comme vous, de films, d'œuvres? Quel impact cette circulation non autorisée de vos œuvres a sur votre business, tout simplement? Parce que c'est un business. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que le piratage audiovisuel en Afrique francophone, c'est autour de 120 milliards de francs CFA qui sont perdus, donc qui ne sont pas reversés aux auteurs, aux exploitants, aux producteurs. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut aller chercher. Ensuite, c'est un écosystème d'environ, je prends par exemple le cas du Sénégal, je crois qu'on est entre 150 000 et 200 000 acteurs. Donc, en général, ils se font appeler, ils ont un terme professionnel, mais en fait, ils savent pas qu'ils sont pirates, en fait. Et donc, c'est tout un écosystème, c'est vraiment une industrie. Ils sont organisés en association. Et en général, c'est très, très compliqué de leur faire comprendre que, en fait, ce que vous faites, c'est pas vraiment légal, c'est du piratage. Parce qu'ils font quoi? Parce qu'ils partagent vos contenus, ils partagent des œuvres. Voilà, donc ils créent des plateformes parallèles aux plateformes officielles, voilà, en tout cas celles avec qui ont ensuite des contrats avec les auteurs. Et bien sûr, il y a toute la question du câblage parallèle au câblage légal. Voilà. Donc on parlera de ces réseaux de câbleaux, de distribution, d'accès, de l'IPTV dans quelques instants. Le temps de regarder une statistique qui va nous faire froid peut-être un peu dans le dos, c'est la croissance des cyberattaques sur le continent. 30% d'augmentation entre 2021 et 2023. D'après ce rapport de l'agence Ecofin et de la finance digitale, avec beaucoup des attaques de ce qu'on appelle le phishing. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Koné, Kader Koné, qu'est-ce que c'est le phishing? Alors, le phishing, c'est l'une des technique utilisée par les cybercriminels pour récupérer frauduleusement, on va dire, les informations personnelles et sensibles des utilisateurs. Alors, c'est une technique dite d'ingénierie sociale, dans la mesure où elle consiste à transmettre un message via différents canaux, par SMS, par email, dans l'objectif, comme je le disais, de récupérer frauduleusement des informations. Par exemple, vous recevez un email de votre banque, enfin, qui prétend être votre banque, et qui vous demande de mettre à jour vos informations personnelles. Il y a un lien. Lorsque vous cliquez, en fait, vous arrivez sur une page qui a l'apparence de la banque et après, elle va saisir les informations. Bien évidemment, c'est le cybercriminel, c'est le hacker qui est là par derrière qui va récupérer ces informations-là et qui va les utiliser, bien évidemment, à votre insu pour pouvoir créer des impacts d'usurpation d'identité et bien d'autres. Et à vos dépens, en général. À vos dépens, clairement. Et comment on fait pour s'en protéger? Dans le cas d'Abel Kwame qui fait des films d'animation, je produis une œuvre comme celle-ci, je suis le patron d'Africatoon, on a travaillé pendant des années, parfois on est sorti du studio, on est très content, on met tout ceci à la disposition d'une plateforme avec laquelle on a signé des accords. Comment on fait pour protéger cette œuvre aujourd'hui, techniquement? Alors, déjà, en fait, pour pouvoir, il faut déjà comprendre comment ces informations-là, ces contenus vidéo-là, sont récupérés par les cybercriminels. Il existe plusieurs techniques. La première technique, c'est que ces cybercriminels-là ciblent les infrastructures de ces producteurs audiovisuels-là. Donc, ils vont, comme je le disais tantôt, réaliser des techniques, des tentatives d'intrusion. Donc, identifier des failles sur ces systèmes-là et les exploiter afin donc d'avoir accès au contenu audiovisuel. Donc, la recommandation qu'on donne à ce niveau-là, c'est
c'est déjà en fait d'intégrer déjà dans la partie même projet lors du développement de ces solutions audiovisuelles là la sécurité, parce que plus tôt on intègre la sécurité, mieux c'est. On a un projet, on a un produit fini qui est sécurisé. Autre point, c'est de réaliser des audits réguliers, des tests d'intrusion afin d'identifier ces vulnérabilités là faits par des experts et qui vont proposer des recommandations afin donc d'améliorer les niveaux de sécurité. Donc ça c'était pour le premier point. Deuxième point, aujourd'hui enfin les cybercriminels ils usurpent des comptes voilà de certains utilisateurs sur certaines plateformes parce qu'il existe des vulnérabilités et lorsqu'ils sont connectés, ils utilisent des logiciels qui vont leur permettre justement de capturer, d'enregistrer en fait les contenus vidéo auxquels ils accèdent. Donc à ce niveau-là, c'est de renforcer encore une fois l'authentification, c'est-à-dire le processus d'authentification. Il existe des techniques qui permettent d'activer le multi-authentification, c'est-à-dire le MFA, l'authentification à multi-facteurs. Donc aujourd'hui, l'authentification classique, c'est utiliser un identifiant et un mot de passe. Mais aujourd'hui, il s'avère que ce mode d'authentification-là est un peu dépassé et un peu à risque. Donc aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser un autre moyen qui viendra en fait pour renforcer en fait ce dispositif-là qu'on appelle un autre facteur. Donc c'est soit quelque chose qu'on va recevoir via un code, via SMS ou via une application dédiée, ou aussi utiliser d'autres moyens biométriques par exemple. Donc ce sont des éléments qui permettent, pour ne citer que cela, de renforcer encore une fois le niveau de sécurité de ces plateformes-là. Abel Kwame, est-ce que aujourd'hui, avec une œuvre, un film comme celui qu'on est en train de voir, vous pouvez mettre des instruments, des puces technologiques, des instruments, des mouchards, de telle manière que, par exemple, si un pirate arrive à copier avec un logiciel, il ne puisse pas, ou des gens ne puissent pas le regarder. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur ces pistes technologiques de protection? Où en êtes-vous? D'accord. Alors déjà, il faut savoir que l'image elle-même est un signe. C'est ça. Est un code. Donc déjà, rien qu'avec le vidéogramme ou avec le son, on a la possibilité de retrouver les pirates ou les personnes qui utilisent frauduleusement les vidéogrammes. Par exemple, sur les plateformes que vous connaissez tous, il suffit juste soit de mettre le titre ou copier par exemple une image du film pour pouvoir l'identifier. Mais après, il y a des solutions beaucoup plus fines, beaucoup plus précises qui permettent de tracer plus facilement les vidéogrammes. Donc nous on essaie quand même de se mettre à jour de tous ces outils-là, mais après ce n'est pas forcément notre travail et c'est pour ça justement qu'on a décidé donc de faire partie d'une association qui elle à l'intérieur de cette association-là on a vraiment des acteurs clés qui essaient de travailler sur la question du piratage. Donc on essaie en fait à travers cette association de fédérer les énergies pour pouvoir trouver les solutions, pour pouvoir échanger et pouvoir suivre de près toutes les législations au niveau de nos différents pays sur le continent. Justement, vous parliez de cette association qui s'appelle Convergence, qui réunit un certain nombre d'acteurs des industries culturelles et qui a tenu une importante session il y a quelques semaines. On va découvrir ensemble quelques images. C'était, me semble-t-il, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous êtes arrivé en mettant ensemble ces compétences et ces acteurs qui sont d'une certaine manière victimes du piratage? Qu'est-ce que vous êtes arrivé à voir comme résultat aujourd'hui, notamment sur la question du piratage audiovisuel et aussi et surtout de la distribution des contenus, des chaînes, des programmes par exemple des réseaux de câbleaux distributeurs qui ne respectent pas toujours la propriété intellectuelle et le droit d'auteur? Aujourd'hui, ce qu'on fait dans un premier temps, en tout cas la première étape pour nous, c'est la sensibilisation. La sensibilisation des acteurs clés qui vont être importants dans la lutte contre le piratage audiovisuel. Est-ce que ça marche, sensibiliser simplement? Alors, ça marche parce qu'il le faut. De toutes les façons, il le faut. Un peu de pédagogie, d'abord. Vraiment de la pédagogie et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les régulateurs, les autorités, les consommateurs. Les professionnels et eux-mêmes. les professionnels. Donc voilà, ça c'est un gros travail qui est fait. Ensuite, il y a des échanges, donc des partages d'informations pour essayer de mettre à niveau
la législation dans chaque pays. Et après, il y a des problèmes importants par territoire qu'il faut arriver à régler. Par exemple, on parlait des câbleaux opérateurs qu'il faut arriver à sensibiliser, leur faire comprendre et trouver des solutions pour pouvoir travailler avec eux finalement, parce que en fait c'est quand même Ce sont des acteurs du ce sont système. des acteurs du système, donc il faut arriver à conjuguer avec eux et trouver des solutions intelligentes. Alors, on va regarder un autre. Vous parliez des dangers, des risques pour les industries concernées, mais aussi globalement pour tout le continent, puisqu'on a cette statistique qui met à 10% du PIB continental. Ça, ce sont des statistiques pareilles, agence Ecofin Finance Digitale. 2021, on imagine que ces chiffres sont en croissance. 10% du PIB du continent perdu en 2021, 4 milliards de dollars, qui fait le budget de plusieurs pays africains, le budget annuel. Que vous inspirent ces chiffres, Abel? C'est énorme, et on voit toute cette, je vais dire, pollution financière finalement, parce que en fait c'est de ça qu'il s'agit, donc de l'argent qui échappe en fait à nos États. Et au secteur, à l'industrie, parce que ça fait moins de ressources pour créer un écosystème, pour créer de la valeur. Voilà, bien sûr. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut arriver à. On va pas faire disparaître le piratage, je pense pas que ce soit possible, sauf si il y a une solution miracle. Mais je pense qu'il faut arriver à trouver un moyen de vraiment baisser ces chiffres-là. Donc peut-être passer de 10 dans un premier temps à 5, ça serait pas mal déjà. Est-ce que les législations sont adaptées? On parlait tout à l'heure de cyberpirates qui vont très vite, de cyberescrocs qui arnaquent leurs victimes à la vitesse de l'éclair, aussi vite que la puissance et la rapidité des réseaux numériques. Est-ce que nos législations sur le continent sont adaptées à ce nouveau risque et à son ampleur? Alors, dans l'absolu, aucune législation dans le monde est adaptée parce que ça va très vite. Ça va très vite. Chaque 3 mois, il y a toujours de nouvelles choses, il y a toujours des problématiques. Vous avez vu la question de TikTok notamment, de YouTube. Au départ, on se posait de la question de YouTube pour ne pas faire de la publicité. Comment est-ce qu'on arrive à repartir les droits? Et là, aujourd'hui, avec TikTok, on a atteint un autre C'est-à-dire que cette question de YouTube voilà. est carrément dépassée parce que l'arrivée de TikTok a voilà, tout balayé et a rebattu les cartes. Voilà. Donc, du coup, alors, localement, on a des autorités de législation un peu partout sur le continent qui essaient de faire des propositions de loi et des décrets d'application, alors qui existent, mais très souvent entre le décret qui existe et la mise en application, c'est très compliqué. C'est-à-dire que la loi est votée, il se passe encore 2 ans avant que les décrets d'application ne soient écrits, et ensuite une petite année avant qu'ils ne soient promulgués. Et le temps que les acteurs prennent connaissance, il est déjà obsolète. Et aussi les juges qui doivent mettre en application, il faut qu'ils soient formés. Donc il y a pas mal de formations qui sont faites par les sociétés de droits d'auteur à travers le continent, donc qui essaient de former les différents juristes. Et à ce niveau-là aussi, il y a énormément de sensibilisation qui est faite. Parce que arriver à faire comprendre que la propriété intellectuelle, les œuvres immatérielles sont tout aussi importantes que toutes les autres choses qu'on crée, c'est pas toujours évident. Et sur le continent, on va le découvrir, il y a aujourd'hui dans les pays qui ont des législations en matière de cybersécurité, 52% des pays du continent. Ça veut dire qu'il y a quand même encore la moitié du continent qui n'a pas du tout de législation là-dessus. Mais d'une certaine manière, est-ce qu'on peut arrêter la technologie? C'est impossible.
Je dirais que c'est impossible parce que aujourd'hui la technologie est un facteur de croissance économique. Donc ça impacte tous les secteurs d'activité, que ce soit la santé, que ce soit enfin tout ce qui est infrastructure. À un moment donné, on a besoin de la technologie pour pouvoir évoluer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas en fait, on va dire, balayer du revers de la main. Au contraire, en fait, faut savoir l'utiliser de manière intelligente. Donc à un moment donné, faut évaluer les risques et pouvoir en fait mettre en œuvre les mesures de sécurité adaptées pour les réduire à un niveau acceptable en fait. Dernière question pour vous, Kader Koné. S'il y avait expert en cybersécurité, s'il y avait une seule mesure dans cette guerre de l'ombre, dans cette guerre contre un ennemi parfois et souvent invisible, s'il y avait une seule mesure, une seule solution à préconiser, ce serait laquelle? Alors c'est difficile de proposer une seule mesure hein, parce que la cybersécurité en fait c'est un ensemble de plusieurs mesures. Donc il y a des mesures technologiques qui font appel à tout ce qui est outillage. Il y a des mesures enfin, qui concernent les humains, donc tout ce qui est sensibilisation. Il y a également les mesures liées à l'organisationnel et les mesures physiques. Donc c'est tout cet ensemble-là en fait. Donc se prononcer sur une seule mesure, je dirais que c'est vraiment... Est-ce qu'il y a un exemple, un pays, une expérience recommandable? Je ne crois pas, Pas vraiment, parce hein. que aujourd'hui en fait, du moment qu'un système est connecté à un réseau, à Internet, il est évident en fait qu'il est exposé à des risques de cyberattaques. Donc, de plus en plus on est exposé à un réseau, bien évidemment on aura beaucoup de cyberattaques. Donc, c'est quasiment impossible en fait de dire les cyberattaques vont s'arrêter du jour au lendemain. Au contraire, c'est de déployer des mesures idoines pour justement lorsque la cyberattaque arrive, on soit mieux préparé en fait pour réagir. En fait, c'est vraiment ce que je peux rajouter sur ce point-là. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau d'Enquête d'Afrique pour participer à cette conversation sur la cybersécurité, pour avoir partagé vos expériences et votre expertise sur la lutte contre les cybercriminels, qui était le thème de ce numéro d'Enquête d'Afrique, qui est à présent terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès le mois prochain, un mois de décembre particulier, puisque vous savez, c'est une tradition, c'est le mois de la bourse des jeunes reporters Enquête d'Afrique, dont vous allez découvrir les premiers reportages dans notre édition du mois prochain. D'ici là, excellente soirée.